1er mars 2026. C'est un plaisir de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre journal du dimanche. À la une, Togo reconnu meilleur pays en matière de politique de genre en Afrique. Une distinction de la Banque mondiale qui témoigne des réformes engagées par le président du Conseil, Faure Essos Mnangagwa, en faveur des droits économiques des femmes. Nous en parlerons en début de ce journal. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la protection civile. Elle est placée cette année sous le thème « Gérer les risques environnementaux pour un avenir résilient et durable ». À l'occasion de cette célébration, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a adressé un message à la population à suivre dans un instant. Nous ferons également un détour touristique sur le site Tove, dans la région des Plateaux. Un site perché sur les hauteurs d'une colline à l'architecture singulière, offrant une belle vue qui donne envie d'y poser les pieds. Vous le découvrirez. Et en fin d'édition, place à la mode avec le FIMO 228. Des mannequins ont défilé dans des collections présentées par des stylistes nationaux et internationaux. Le film à suivre dans quelques instants. Merci de nous rejoindre. C'est une distinction qui fait rayonner le Togo bien au-delà de ses frontières. Notre pays a été classé deuxième en Afrique dans le prestigieux rapport Women Business and the Law de la Banque mondiale, une reconnaissance internationale qui salue les réformes engagées en faveur des droits économiques des femmes. Les détails avec Gabriel Aïna. C'est un rapport qui fait autorité dans le monde entier. Chaque année, la Banque mondiale passe au crible les droits économiques des femmes dans 190 pays. Et pour l'édition 2026, le Togo tire son épingle du jeu. Avec un score de 79,33 sur 100, le Togo se hisse à la deuxième place du continent africain. Mieux, il est premier au sein de la CEDEAO et premier également dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Une performance qui place notre pays parmi les plus avancés en matière d'égalité économique. Et ce qui est remarquable, c'est que dans plusieurs domaines, le Togo obtient la note parfaite. 100 sur 100 en matière de rémunération, de mariage, d'actifs et de pension. Autrement dit, sur le papier, l'égalité formelle est presque totale. Cette performance, elle ne tombe pas du ciel. Elle repose sur des réformes structurantes engagées ces dernières années par le gouvernement, notamment dans les domaines de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de la garde d'enfants. Concrètement, cela signifie qu'aujourd'hui, au Togo, une femme peut travailler, créer son entreprise, posséder des biens et bénéficier d'une protection sociale dans des conditions juridiques presque identiques à celles des hommes. Depuis cette année, le rapport évalue aussi deux autres dimensions. Les cadres de soutien, c'est-à-dire les politiques publiques et les institutions, c'est-à-dire si les droits sont vraiment respectés dans la pratique. Et là, les chiffres appellent à la nuance. Sur les perspectives d'application, le Togo obtient 64,5 sur 100. Sur les cadres de soutien, le score est de 31,95 sur 100. Des résultats qui montrent que le chemin vers l'égalité réelle n'est pas encore terminé. Le gouvernement en a conscience. Dans sa réaction à ce classement, il réaffirme sa volonté de consolider les acquis et de renforcer les mécanismes d'accompagnement pour que les droits inscrits dans la loi deviennent une réalité dans la vie de toutes les femmes. Alors, deuxième en Afrique, c'est une fierté et une responsabilité, celle de continuer à avancer pour que l'égalité soit vécue au quotidien. Le Togo vient encore de prouver qu'il s'est réformé. Rendons-nous à présent à Abuja, au Nigeria. Cette semaine, le Parlement de la CEDEAO s'est illustré à travers sa première session extraordinaire de 2026. Une session marquée par des débats soutenus sur l'intégration régionale ainsi que sur les défis sécuritaires et économiques en Afrique de l'Ouest. La cérémonie de clôture avec Antoinette Romain-Ovavor.
Il faut harmoniser les politiques avec les communautés économiques. Réunis dans la capitale nigériane, les parlementaires de la CEDEAO ont bouclé 5 jours de travaux consacrés à l'avenir de l'intégration ouest-africaine. Dans son discours de clôture, la présidente du Parlement, Hadja Memunatu Ibrahima, a salué l'hospitalité du Nigeria et du président Bola Ahmed Tinubu avant de revenir sur les enjeux majeurs abordés. En amont de la session, un séminaire a été consacré à la zone de libre-échange continentale africaine. Si ce marché commun africain suscite de grands espoirs, les parlementaires ont pointé plusieurs défis. Barrières non tarifaires persistantes, harmonisation juridique inachevée, défis d'infrastructure et risques d'exclusion des femmes, des jeunes et du secteur informel. Ces réserves ne sont pas un rejet de l'intégration, mais un appel à la lucidité, à l'action. Elle nous rappelle que la mise en œuvre de la ZLECAf ne se décrète pas. Elle se construit pas à pas avec nos États membres et nos acteurs économiques. Dès lors, en tant que représentants directs des peuples, notre mission est triple. Nous devons plaider pour la ratification et l'application effective des protocoles de la ZLECAf dans la lucidité. Nous devons surveiller l'harmonisation des politiques nationales avec nos engagements régionaux. Nous devons également sensibiliser nos acteurs économiques et nos concitoyens aux opportunités immenses qu'offre ce marché intégré. En somme, nous devons être la voix qui interpelle, l'œil qui contrôle et le moteur qui entraîne pour faire du contrôle parlementaire un outil au service d'une intégration régionale plus inclusive, plus transparente et plus résiliente. Le Parlement entend jouer pleinement son rôle, encourager la ratification des protocoles, contrôler leur application et rapprocher les citoyens des opportunités offertes par la ZLECAf. Le Parlement de la CEDEAO doit donc amplifier sa voix. Il doit être le gardien vigilant de la démocratie et de la bonne gouvernance et le catalyseur déterminé de l'intégration économique et sociale de notre région. Je forme le vœu solennel que les idées puissantes émises durant cette session ne restent pas dans ces murs, qu'elles se traduisent en actions concrètes, en réformes courageuses, en politiques publiques plus inclusives dès demain dans chacun de nos États. Les parlementaires ont également adopté leur programme d'activité 2026, structuré autour de 4 priorités: participation citoyenne, renforcement institutionnel, paix et gouvernance et facilitation de l'intégration. Dans un contexte régional marqué par des transitions politiques fragiles et des menaces sécuritaires persistantes, le message est sans équivoque: renforcer l'unité pour faire face aux défis communs. La session est close avec un appel à traduire rapidement ces engagements en actions concrètes dans les États membres. Ce dimanche 1er mars 2026, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la protection civile. En prélude à cette célébration, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, dans un message à la population, a réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur d'une gestion efficace des risques et des catastrophes axée sur la prévention. Le ministre a également rendu hommage à tous les acteurs de la chaîne de protection civile. Un reportage de Norbert Aguedam. Fidèle à sa tradition de solidarité et d'engagement, le Togo s'associe à l'ensemble des nations pour promouvoir une gestion efficace des risques et des catastrophes. Le gouvernement fait de la protection civile un pilier central de la politique nationale de sécurité, conscient des enjeux croissants liés aux crises naturelles et environnementales. Cette journée constitue donc une opportunité privilégiée pour renforcer, dans un esprit de synergie et de responsabilité partagée, les actions visant à minimiser les risques de catastrophes et les conséquences humaines, sociales, économiques et environnementales demeurent particulièrement lourdes pour nos populations et nos économies souvent fragiles. Le thème retenu cette année
gérer les risques environnementaux pour un avenir résilient et durable nous interpelle collectivement. Il nous rappelle que les défis environnementaux actuels ne relèvent plus de menaces lointaines, mais constituent des réalités qui affectent au quotidien nos villes, nos campagnes, notre économie et la sécurité de nos concitoyens. Les inondations récurrentes, l'érosion côtière, la dégradation des terres agricoles, les incendies, les vents violents, ainsi que la pollution de l'air, aggravée par les effets du changement climatique, constituent aujourd'hui des situations d'urgence qui appellent des réponses coordonnées, structurées et durables. La protection civile ne saurait être réduite à une seule réponse aux urgences. Elle est avant tout un pilier stratégique de la gouvernance des risques tels que soulignés dans le discours du président du Conseil sur l'état de la nation le 2 décembre 2025. Protéger, rassembler et transformer. La protection de nos populations face aux risques environnementaux s'inscrit dans une approche transversale intégrant l'urbanisme, l'environnement, l'agriculture, l'eau et l'assainissement, la santé publique, les infrastructures et la planification de développement. Face à ces multiples défis environnementaux, les efforts entrepris par le gouvernement en matière de protection civile demeurent constants et soutenus. Des actions de prévention, de sensibilisation et de renforcement des capacités sont mises en œuvre afin de réduire la vulnérabilité des populations et d'améliorer la réactivité des services compétents. La culture de la prévention commence dans nos foyers, nos écoles, nos quartiers et nos lieux de travail. La protection civile est avant tout une culture, celle de l'anticipation, de la vigilance et de la solidarité. En cette occasion, il est judicieux de faire le point des efforts réalisés en matière de protection civile. Ainsi, sous l'impulsion du président du Conseil, son Excellence M. Faure Essozi-Mnanya Singbe, d'importantes réformes ont été engagées visant à moderniser notre dispositif national de protection civile. À l'occasion de cette journée mondiale de la protection civile, tous les acteurs engagés dans ce secteur sont invités à œuvrer avec professionnalisme et dévouement pour bâtir un Togo plus résilient, mieux préparé et capable de faire face efficacement aux risques et aux catastrophes. Et la protection passe aussi par l'autonomisation économique des femmes. Cela nous amène au projet Making Trade Work for Women, porté par le Centre d'études et de coopération internationale et Trademark Africa. Ce projet vise à mener une série d'activités destinées à renforcer les capacités des commerçantes, à améliorer leur accès au marché et à promouvoir des pratiques commerciales durables. Un sujet tourné par Nada Ibrahim. Une fourchette de 70 à 80%. C'est le pourcentage des femmes dans le secteur commercial transfrontalier selon l'UEMOA. Malgré l'évolution de cette statistique, elles font face à des blocages non négligeables. Ici est lancé le projet Making Trade Work for Women in West Africa, ou simplement faire du commerce un levier pour les femmes en Afrique de l'Ouest. Il offre aux femmes de véritables opportunités avec des stratégies bien pensées. Le premier, ça sera de travailler à lever toutes les barrières liées au genre.
Le deuxième axe que nous allons faire, c'est un axe politique où nous allons mettre tout le monde autour de la table, sous le chapeau du secrétariat de la ZLECAf, la CEDEAO et l'UEMOA, à mettre en place des politiques qui vont favoriser et inclure ces femmes. Et le troisième axe, travailler à leur permettre d'avoir accès à plus de financement. Les femmes sont de réels architectes de l'intégration économique régionale. La directrice genre à l'UEMOA le confirme. Elle a martelé le fort impact de l'implication des femmes au cœur des politiques économiques et commerciales. La ZLECAf constitue une opportunité historique. Elle ouvre un marché de plus d'1 milliard de consommateurs et crée des conditions d'une industrialisation accrue et d'une montée en gamme de nos économies. Mais pour que cette ambition se réalise pleinement, nous devons veiller à ce que les femmes ne soient pas simplement des bénéficiaires passives de cette transformation, mais des actrices à part entière du commerce intra-africain. Le ministère en charge du commerce a rappelé les efforts de soutien du Togo aux femmes commerçantes. Le FNFI a fait beaucoup dans ce pays, plus de 117 milliards injectés, plus de 70% aux femmes. Nous sommes en train d'encadrer les femmes pour profiter du commerce en ligne. Le projet Faire du commerce un levier pour les femmes en Afrique de l'Ouest est exécuté dans 6 pays, dont le Togo. Dévoilé à Lomé, il symbolise cette Afrique qui s'unit au consortium CECI Trademark Africa pour une même ambition, participer à l'émergence durable des femmes commerçantes de l'Afrique de l'Ouest. Le Togo entend également relever le défi des infrastructures stratégiques. Dans ce contexte, le ministère de l'économie et de la veille stratégique a signé un protocole d'accord avec Engineering and Consulting France. Cet accord permettra la construction de la maison des services au Togo. Au Togo également, les projets immobiliers inaboutis pourraient bientôt appartenir au passé. C'est l'ambition de Versus Group, déjà présent en Côte d'Ivoire. Le groupe vient d'inaugurer son siège à Avedi Limousine à Lomé. Sa mission, mettre fin aux projets immobiliers inachevés qui ruinent chaque année des milliers de Togolais de la diaspora. Un reportage de Marie-Reine Abeta. Versus Immeubles. Un cabinet d'architecture destiné à l'immobilier et à la construction. L'inauguration de ce chef-d'œuvre marque le début d'une nouvelle aventure entrepreneuriale pour Versus Group, mais aussi une promesse, celle de répondre aux exigences de sa clientèle. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un vrai défi à relever au niveau de la construction sur place. Que ce soit au Togo ou ailleurs, le problème est souvent pareil. Il y avait un réel besoin à ce niveau pour gérer donc ce portefeuille de construction de ses clients. C'est de là que nous avons créé l'offre de Bel Habitat pour pouvoir gérer donc les constructions d'immobilier de la diaspora. Le groupe Versus marque ainsi un tournant historique dans le paysage économique togolais avec l'inauguration officielle de son siège social, l'immeuble Versus, situé au 134 rue Tote Avedi Limousine. Face au constat alarmant des projets inaboutis et de l'insécurité foncière touchant particulièrement la diaspora, le groupe Versus transforme ainsi le rêve immobilier en une réalité sécurisée via sa filiale Bel Habitat. Il lance ainsi 2 solutions majeures. Le Return Home, qui est un accompagnement sur mesure et transparent pour la diaspora, et le Go Home, une offre dédiée aux résidents locaux pour faciliter l'accès à la propriété. L'innovation, c'est Follow Africa. On fait tous les mêmes choses, mais pas de la même manière. Ce que nous apportons, donc, c'est notre expertise, notre savoir-faire, de pouvoir conduire le client des études. Nous avons un cabinet d'architectes en interne, donc ce n'est pas des plans qui se feront de manière hasardeuse. Et après cela, nous proposons à la personne des devis détaillés, donc avec des matériaux choisis. Des offres qui garantissent une construction sécurisée par un titre foncier avec une livraison record en 4 mois. Et pour une transparence totale, le groupe a pensé lancer également la plateforme Follow, qui permet un suivi de chantiers digitalisés en temps réel. Le groupe Versus pilote un écosystème leader liant architecture, construction, mobilité et négoce.
Présent au Togo et en Côte d'Ivoire, sa filiale Bel Habitat s'impose comme la référence de la promotion immobilière durable en Afrique. Tout grand projet. Avec Versus Group pour parler du programme de construction maison clé à main au Togo. Et sur ce plateau, nous recevons Monsieur Louis Edéou Edson. Et il est architecte et directeur général de Versus Group. Monsieur Edéou, bonjour. Bonjour, Madame Gisèle. Alors, vous avez récemment présenté le programme de construction de maisons clés à main au Togo. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, d'abord, merci Gisèle. D'abord, notre groupe, le groupe 8 sociétés, 8 filiales, dont Bel Habitat. Et Bel Habitat, nous sommes basés à Abidjan depuis 2020. Et c'est fort de l'expérience passée sur des grands projets immobiliers en Côte d'Ivoire que nous avons souhaité nous adapter donc à l'offre locale. Et notre offre concerne plusieurs gammes de plans, de modèles d'habitation. Et nous allons des grosses œuvres, donc de l'édifice, jusqu'au modèle prestige, c'est-à-dire clé à main plus ameublement. À vous entendre, ce programme paraît ambitieux. Disposez-vous des moyens suffisants, des moyens techniques, financiers et des compétences nécessaires pour le concrétiser? Alors peut-être pourrons-nous parler des moyens institutionnels. Ces moyens institutionnels existent, c'est pourquoi nous avons décidé de revenir au Togo pour créer notre filiale Lomé. Et ça, c'est par rapport à l'évolution du climat des affaires au Togo. Et ceci, nous ne pouvons pas nier. Les choses sont beaucoup améliorées et sous la politique du président du Conseil, son Excellence, M. Faure Gnassingbé. Et aujourd'hui, fort de notre expérience passée dans les institutions internationales en termes de carrière et aussi en termes de bureau d'études et expérience aussi obtenue en Côte d'Ivoire, nous avons donc pas mal de capacités financières, techniques pour pouvoir gérer tous ces projets. Alors, la particularité, ce n'est pas de construire de grands projets sur des grandes surfaces comme des grandes cités. Il y a une particularité locale. Donc, par rapport à cela, nous avons nos terrains, nous disposons donc de nos parcelles et à partir de nos parcelles, nous pouvons proposer des logements individuels ou collectifs suivant les besoins et les attentes de chaque client. Ouais. Et selon vous, le Togo a vraiment besoin d'un tel projet aujourd'hui? Plus que jamais, vous savez, plus que jamais parce que il y a un défi au niveau de la sécurisation foncière et au niveau du transfert même des fonds dans la construction. Il y a beaucoup de détournements de fonds qui s'opèrent. Et aujourd'hui, nous apportons des solutions où nous construisons des maisons déjà avec zéro réservation et nous sommes payés à la compte, le premier à compte et à la livraison des grosses œuvres. Et nous avons un échelonnement sur 3 à 5 ans de paiement, ce qui est inédit. Donc c'est accessible à tous? Accessible à tous, suivant les budgets du logement social au très haut standing. Alors, quels sont les avantages de ce programme pour les souscripteurs? Alors, les avantages sont nombreux. D'abord, la sérénité financière. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la réservation à 0 francs. La maîtrise du temps, donc sur 4 mois en moyenne, nous livrons tout le projet. Okay? Et la transparence et la discrétion totale de chaque projet. Voilà. Alors, dites-moi, quel type de maison proposez-vous? Plusieurs gammes. Du social. Du social, quand on parle du social, c'est l'entrée de gamme jusqu'au standing. Donc il y a plusieurs prix, il y a plusieurs niveaux d'investissement. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ce sont les échanges que nous avons avec notre clientèle. Ce n'est pas des projets avec des plans prédéfinis. Donc nous accompagnons la personne suivant le besoin. Oui. Alors, y a-t-il des critères d'éligibilité? Non, il n'y a pas de critères d'éligibilité. C'est essentiellement, c'est inclusif. Si vous avez un terrain, nous pouvons travailler avec vous, nous pouvons aller ensemble, mais il faut que le terrain soit sécurisé. Soit nous vous proposons notre propre parcelle, disséminée à travers la ville et le pays. Et à travers ces parcelles, nous pouvons élaborer les projets bien détaillés pour accompagner la personne. Et est-ce que le programme offre des garanties aux souscripteurs? Oui, nous sommes totalement... Alors, il y a la garantie décennale, avec des projets de certaine envergure. Nous respectons les standards internationaux. Et l'autre garantie, c'est notre image. C'est notre image parce que c'est assez important, c'est ça la notoriété. Voilà. Alors, oui, allez-y. Et justement,
C'est pourquoi nous donnons confiance à nos clients en préfinançant leur construction, voilà, jusqu'au premier acompte, qui est la fin des gros œuvres. Alors, d'autres choses à ajouter? Non, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Seulement, rendez-nous visite pour qu'on puisse échanger. Il y a pas mal de potentialités ici. On travaille sur beaucoup d'autres projets sociaux et économiques. Il y a des différences. Et nous souhaitons partager cela avec toute la population, toutes les personnes qui seraient intéressées. Alors, Monsieur Edehou, merci pour cet entretien. Voilà, merci, Madame Gisèle. Espoir. Vraiment. On espère que bientôt, vous avez aussi précisé que c'est sur une durée de 4 mois. Oui, c'est effectivement une durée moyenne de 4 mois. Oui. D'accord. Oui. Alors, parce que c'est la gestion des équipes. Vous savez, la construction, c'est la gestion des équipes, les moyens, la gestion des équipes. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, c'est beaucoup. Merci, Madame Gisèle. Merci. Les États-Unis ont assoupli les sanctions contre plusieurs hauts responsables maliens. Ces mesures leur avaient été imposées en raison de leur lien présumé avec le groupe mercenaire russe Wagner. Les États-Unis ont retiré 3 responsables maliens de leur régime de sanctions imposé en 2023. Il s'agit du ministre de la Défense Sadio Kamara, ainsi que les responsables militaires Alou Bouadiara et Adama Bakayoko, accusés d'avoir facilité le déploiement et l'expansion des activités de Wagner au Mali. Le groupe paramilitaire russe était très présent en Afrique, déployant des combattants aux côtés des armées de pays tels que la Libye et le Mali, et menait également des vastes campagnes de désinformation et de déstabilisation selon des observateurs. Après la mort de son fondateur Yevgeny Prigojine dans un accident d'avion en 2023, à la suite d'une mutinerie de courte durée contre Moscou, le ministère de la Défense a cherché à remplacer Wagner en Afrique et à coordonner les opérations de sécurité par l'intermédiaire d'un groupe fêtier connu sous le nom d'Africa Corps. La note d'information américaine publiée vendredi ne fournit aucun détail sur les raisons de la levée des sanctions. Vu sur le net, Victoire Kaliwa, bonjour. Bonjour Gisèle. Vous êtes encore revenu aujourd'hui avec des pépites pour nous. Comme toujours. Alors, nous allons tout de suite à Dubaï pour découvrir le plus haut hôtel du monde. Effectivement, Gisèle, comme vous venez de l'annoncer, je vous conduis tout de suite à Dubaï pour vous faire découvrir Ciel, le plus haut hôtel du monde qui bat actuellement le record avec 82 étages, 8 restaurants et 1004 chambres. Regardez. La tête dans les nuages, cette tour défie tous les records. L'hôtel est devenu en novembre le plus haut du monde, avec un nom français évocateur, Ciel. Dans la course au gigantisme de Dubaï, l'hôtel affole les compteurs, 377 mètres de haut, quand la tour Eiffel et ses antennes culminent à 330 mètres. 3 ans de dessin et 5 années de construction, un défi contre le temps et la gravité, pour une prouesse architecturale et technologique. Pour acheminer clients et personnel, pas moins de 21 ascenseurs qui desservent les 82 étages. L'architecte les a imaginés panoramiques pour que chaque allée et venue dans la tour soit une découverte. Pour moi, c'était très important de ressentir que l'on monte dans la tour. On peut regarder la vue et vivre ce voyage vertical. Et le clou du spectacle se trouve au 76e étage dans cette percée. Une piscine à débordement suspendue dans le ciel, l'une des plus hautes du monde. Climatisation régulée, éclairage intelligent, eau usée recyclée. L'hôtel affirme réduire son impact sur l'environnement. Mais dans cette course au toujours plus haut, toujours plus grand, Dubaï continue de construire. À dire, juste waouh. Voilà. Où allons-nous maintenant? Alors Gisèle, nous allons maintenant en Colombie où une IA annonce être candidate aux élections législatives prévues ce 8 mars 2026. C'est dans quelques jours. Suivez. Cette femme à la peau bleue s'appelle Gaetana. Elle se définit comme environnementaliste et défenseur des animaux. Son nom n'est pas choisi au hasard. Gaetana, c'est le nom d'une autochtone légendaire, symbole de résistance en Colombie. Générée par l'IA, elle est donc candidate aux élections législatives qui auront lieu le 8 mars prochain. Elle apparaît sur le bulletin pour l'élection des circonscriptions autochtones. Ce sont des sièges réservés aux peuples autochtones pour garantir la représentation politique de cette minorité. Toutefois, juridiquement, un candidat humain est bien inscrit sur liste électorale et Gaetana
Guetana en est sa représentation numérique. Auprès d'une radio colombienne, Guetana explique que sa campagne repose sur la démocratie numérique pour écouter et organiser la prise de parole collective. Tous ces projets de réforme seront donc soumis à des votes virtuels avant d'être présentés au Parlement. À l'origine du projet, Carlos Redondo, un ingénieur du peuple Zenu, peuple amérindien dont le territoire est constitué par plusieurs vallées colombiennes. Il explique que les opinions dont a été nourri Guetana proviennent de discussions menées par plus de 10 000 utilisateurs sur un site web dédié. Et ce n'est pas la première fois qu'une IA s'invite en politique. Diela, en 2025, est devenue ministre des marchés publics en... Et pendant que les robots cherchent à se faire de la place dans le monde, la France aussi cherche à prendre de l'avance sur l'espace. Et pour que cela soit possible, 10 personnes sont recherchées justement pour être allongées pendant 10 jours en récompense de 5 000 €, soit l'équivalent de 3 280 000 francs CFA. Je suis partante. On verra si vous gardez toujours le même avis après avoir suivi la vidéo. D'accord. C'est dans cette position légèrement inclinée que vous devrez rester allongé pendant 10 jours, avec seulement 250 calories journalières à ingurgiter. Une expérience qui ne tente pas forcément tout le monde. Rester inactif, c'est pas terrible. 10 jours, mais c'est trop long. Même s'il y a une grosse somme, je crois. Effectivement, les 10 participants recevront 5 000 € chacun. Mais pour cela, il faut remplir des critères bien précis. Être un homme âgé de 20 à 40 ans, en parfaite santé et sportif. Cette expérience sera menée en juin prochain par l'Institut de médecine et de physiologie spatiale pour recréer les conditions de l'impesanteur dans l'espace. Vite fait, finalement, je démissionne. Ah, de sitôt? Oui. Alors, on se dit à dimanche prochain. À dimanche prochain. Merci. Une avancée majeure sur la scène agricole internationale à Amsterdam lors des Cacao of Excellence Awards 2026. Le pays a remporté les 2 médailles d'or attribuées à l'Afrique et à l'océan Indien, signant ainsi une entrée remarquable dans le cercle très fermé des producteurs mondiaux de cacao d'exception. Écoutez cela. À Amsterdam, le cacao togolais a brillé de mille feux. Le pays a remporté les 2 médailles d'or attribuées à l'Afrique et à l'océan Indien lors des Café of Excellence Awards 2026, confirmant ainsi la qualité exceptionnelle de ses fèves et son ascension parmi les producteurs de cacao d'excellence. Les distinctions ont été réceptionnées par l'ambassadeur du Togo au Benelux, incarnant la fierté d'une nation qui ne se contente plus d'être compétitive, mais affirme désormais son identité et son savoir-faire sur le marché international. En décrochant l'ensemble des récompenses de sa zone géographique, le Togo s'impose comme une référence africaine en matière de cacao premium. Cette double consécration salue non seulement la qualité exceptionnelle des fèves togolaises, mais aussi la stratégie rigoureuse engagée depuis plusieurs années pour structurer, moderniser et valoriser la filière. Au cœur de cette réussite, le comité de coordination pour les filières café-cacao CCFCC qui a fait de l'excellence, de la traçabilité et de la montée en gamme les piliers de son action. Portée par une vision claire des autorités, la filière a renforcé ses standards de production et consolider son positionnement sur les segments à forte valeur ajoutée. Après les distinctions obtenues en 2021 et 2023, cette nouvelle victoire confirme une progression constante et une reconnaissance durable du cacao togolais sur le marché mondial. Les investisseurs et représentants d'institutions du Togo et du Nigeria se sont retrouvés vendredi dernier autour d'un dîner d'affaires initié par l'hôtel Sarakawa. Une rencontre stratégique qui a offert aux décideurs et chefs d'entreprise un cadre propice aux échanges B2B, au développement de partenariats et à la dynamisation de leur activité. Un reportage de Norbert Agudano. Célébrer l'excellence, stimuler la prospérité et façonner les perspectives d'avenir, telle est l'ambition portée par cette soirée déception. Le dîner d'affaires organisé à l'hôtel Sarakawa par Mon Carnet Pro et ses partenaires a réuni acteurs économiques et institutionnels autour d'une même vision: dynamiser les synergies et encourager l'investissement.
Les différents partenaires à cette soirée ont été distingués. Moi, je viens du Bénin. Mon entreprise intervient dans le gardiennage sécurité. J'ai vraiment apprécié parce que nous avons rencontré plusieurs promoteurs d'entreprises et que nous avons fait des échanges. Cette distinction me prouve que ce que je fais, c'est très bon et que je dois avancer et continuer. Je souhaite bon vent à l'événement. Mon carnet qui a venu nous annoncer le bon nouvelle que c'est possible, on peut arriver à passer par cette opportunité. Nous sommes contents. Nous sommes au Togo en paix. Il y a nos affaires aussi qui marchent. L'ambassade du Nigeria au Togo, fortement représentée à travers sa diaspora, figurait parmi les partenaires de premier plan. Aux côtés de Sunubank, de l'hôtel Sarakawa, la commune Golfe 2 et de l'EPAM Togo. Pour la promotrice, l'idée est née d'une émission dénommée Mon Carnet Pro sur la chaîne YouTube. Mon Carnet Pro, oui, aujourd'hui nous organisons un dîner d'affaires, mais ce dîner d'affaires n'est pas le premier événement de Mon Carnet Pro. Nous avons démarré les initiatives de tisseurs de liens depuis 2023. Et nous avons organisé au Togo, au Nigeria et nous revenons encore au Togo avec ce dîner d'affaires. Pourquoi? Parce que nous avons senti que la vie des entreprises, des entrepreneurs et des structures, que ce soit d'ordre étatique et privé, en dépend. L'émission Mon Carnet Pro, une émission B2B qui fait la promotion et la mise en lumière des secteurs d'activité, un peu comme ce dîner d'affaires, mais à deux, continuera très bientôt sur la chaîne TVT et j'invite toute la population togolaise et étrangère à rester branchée. Ce rendez-vous se veut désormais un cadre d'exception destiné aux décideurs, chefs d'entreprise, investisseurs et représentants d'institutions du Togo et du Nigeria. Au-delà de la simple visibilité offerte aux entreprises, l'événement ambitionne de constituer une plateforme stratégique, véritable catalyseur d'opportunités et levier de développement des affaires. À Atapamé, dans la région des Plateaux, un nouveau joyau touristique attire de nombreux visiteurs. Le site Tov, situé sur les hauteurs d'une colline, il se distingue par son architecture et sa vue panoramique exceptionnelle. Quelles sont ses particularités? Quelles potentialités offre-t-il? L'équipe d'Atapamé est allée à sa découverte. Les détails dans ce dossier de Silver Aboudjou. Parmi les 7 collines ici à Atapamé dans la région des Plateaux, figure celle sur laquelle est implanté cet édifice, le site Tov. Perché en hauteur, ce lieu attire beaucoup de visiteurs qui viennent admirer l'architecture remarquable, prendre de magnifiques photos, se détendre et profiter d'agréables moments de loisirs. Je suis venue ici pour visiter le lieu avec mes amis, pour voir les trucs qu'il y a. On nous a parlé d'ici, donc nous aussi on est venus pour voir comment ça est. C'est magnifique, il y a beaucoup de choses à découvrir et à voir. Nos amis nous ont parlé de là et nous aussi sommes là pour visiter. Chargé d'histoire et porteur d'espoir pour le développement touristique local, ce lieu représente un véritable symbole et une grande potentialité pour la région. Il comporte plusieurs infrastructures modernes et attractives contribuant à son rayonnement. Ce site compose 4 parties essentielles, à savoir les ailes éternelles, qui est un espace dédié à nos mamans, celles qui nous donnent la vie. Donc c'est un endroit qui est assez joli à voir, qui nous baisse, qui nous font rendre un hommage à nos mamans. Il y a le deuxième point sur le même site, qui est la spirale de la fraternité, qui est un lieu où on peut venir s'enjailler, se récréer. Et il y a le troisième point que nous avons qui s'appelle l'anneau de l'amitié, qui ressort les valeurs humaines, les 7 valeurs humaines. Et cet anneau qui est composé de 7 cylindres et en haut, nous avons un anneau qui symbolise l'infinité de l'amour. Et le 4e élément qui constitue la tour elle-même, qui se dresse, qui permet à partir d'ici de voir directement la commune, l'hôtel de ville d'Atapamé,
D'ici, de voir directement le stade municipal. D'ici, on peut voir l'hôtel emblématique d'Atapamé, l'hôtel Rock. D'ici également, on peut voir le marché unique au Togo, qui est le marché Akweseme, où on vend uniquement que des céréales. Le site offre un panorama exceptionnel sur Atapamé grâce à la tour d'observation. Dressée au sommet de l'une des collines, une tour pour mieux contempler la beauté de la ville et son paysage verdoyant. Vous verrez l'architecture de la tour. Mais ce qui est important pour le promoteur par là, c'est le message que la tour porte, qui est l'amour. Quand vous arrivez sur la tour, vous verrez une vue d'ensemble de la ville d'Atapamé. Et vous allez apercevoir aussi de très loin la nappe d'eau du barrage de Nangbeto, ce qui fait beaucoup plaisir. Et les gens se demandent, d'ici nous arrivons à découvrir Nangbeto, donc ça fait beaucoup plaisir. Et pour y accéder, il faut gravir plusieurs marches, un effort souvent considéré comme bénéfique pour la santé, alliant ainsi découvertes touristiques et activités physiques. On me parlait toujours de ce site, mais aujourd'hui m'a été vraiment une journée de surprise. Pour accéder au tour, il faut gravir 71 marches qui constituent vraiment une véritable source pour nous donner encore de vigueur, pour nous rajeunir encore. J'ai vraiment apprécié, c'est très intéressant. J'y serai tous les week-ends que Dieu me permettra, je serai ici pour mes activités sportives. La région des Plateaux regorge d'énormes potentialités, en témoignent les premières autorités culturelles de la région. Ce site fait partie des potentialités de la région des Plateaux. La région des Plateaux compte plus de 42 cascades, plus de 200 sites culturels et naturels, toute sa potentialité touristique. Et aussi, la région des Plateaux aussi regorge des danses, beaucoup d'éléments. Et précisément à Atakpamé, c'est une grande ville, une ville touristique qui a à elle seule 65 sites culturels naturels. Bien que toujours en plein chantier, le promoteur nourrit l'ambition d'en faire un espace touristique majeur capable de redonner un nouvel éclat à la ville aux 7 collines et de contribuer durablement à son développement économique et culturel. Dans la rubrique environnement ce jour, l'ONG Écosystème Nature Propre franchit une nouvelle étape dans la gestion des déchets ménagers. Elle réhabilite sa plateforme de compostage et reçoit un don de matériel roulant. Objectif, améliorer la collecte et optimiser le traitement des déchets pour une ville plus propre et plus durable. Carole Diomeda, Eliagba Nyandao. Chaque jour, des tonnes de déchets ménagers sont produites dans nos villes. Pour mieux les gérer, la plateforme de compostage Écosystème Nature Propre, ENPRO, se dote de matériel roulant et de traitement des déchets ménagers de Lomé. Cet appui du district autonome du Grand Lomé et de l'Agence française de développement permettra à l'ONG ENPRO d'améliorer significativement l'acheminement des déchets vers le site de traitement. Ce projet, d'abord, a permis d'améliorer les infrastructures d'ENPRO qui sont arrivées en état de débrayage avancé et d'améliorer le matériel roulant et les équipements de travail. Et l'investissement et la durée d'exécution de ce projet, c'est sur 12 mois. L'idée, c'est de continuer par vulgariser le compost de partout. Au-delà de la modernisation des installations, cette réhabilitation s'inscrit dans une dynamique plus large, celui d'assainir le cadre de vie des populations, créer des emplois verts et promouvoir l'économie circulaire. Nous devons produire du compost d'abord pour les professionnels de l'agriculture, afin que ce compost permette d'emblaver les sols agricoles et la protection de ces sols-là. De deux, sur le plan social, ça permet de créer au moins 12 emplois directs. Le compost que nous fabriquons permet la réduction du gaz à effet de serre. Le compostage, il y a différentes manières de le faire, mais notre méthode, c'est la méthode aérobique de fabrication de compost. Après 3 mois, nous avons un compost fabriqué stable.
Ce compost stabilisé et analysé avec notre partenaire au niveau de l'Université de Lomé qui est à même d'être distribué au niveau des agriculteurs, des maraîchers, des fleuristes. L'initiative vise également à réduire le volume des déchets envoyés en décharge tout en produisant un fertilisant naturel utile pour l'agriculture. À terme, plus de 4000 agriculteurs de la région maritime disposeront d'un compost de qualité contribuant à la restauration de la fertilité des sols. Avec cette plateforme modernisée et mieux équipée, la gestion des déchets ménagers se veut désormais plus efficace et plus écologique. Et ces déchets collectés et traités trouvent une nouvelle vie grâce à la plateforme de compostage et ils sont transformés en engrais naturels. Découvrons cette plateforme de traitement et de valorisation des déchets ménagers dans ce dossier signé Eliagba Nyandao. Au cœur de la ville de Lomé se trouve cette unité de production de compost. Ici, les déchets ménagers retrouvent une nouvelle vie. Après plusieurs processus de compostage, on en sort de l'engrais biologique destiné à la culture de tout genre. De la collecte à la transformation, en passant par le tri, ces déchets organiques des dépotoirs donnent une plus-value. Le processus de valorisation est en 2 étapes. Il y a la phase de fermentation et la phase de maturation. La phase de fermentation, il y a un tri qui se fait où nous enlevons tout ce qui ne rentre pas dans le processus de compostage, y compris le sable et les piles et consorts. Et après, les tas que nous avons sont retournés progressivement selon un programme bien défini. Et au fur et à mesure, le compost monte en température, ce qui montre qu'effectivement, un très bon travail est en train de faire et progressivement, cette température-là chute. Et quand cette température-là ne commence pas à chuter, nous déplaçons ce compost-là vers l'espace de maturation où il termine par être mûr. Et après avoir été vraiment mature, nous tamisons, c'est ce qu'on appelle le criblage, nous criblons. Au-delà d'un centre de traitement de déchets, la plateforme se veut un levier de création d'emplois verts et d'éducation environnementale pour les jeunes et les communautés. Non seulement valoriser les déchets fermentescibles, nous valorisons aussi les déchets plastiques en table-banc écologique à l'endroit des élèves. Par rapport au plastique, c'est que ça permet d'abord à lutter contre l'abattage anarchique des arbres pour fabriquer les tables-bancs. Et aussi ça permet de mettre à disposition des tables-bancs qui sont durables dans le temps puisque les tables-bancs en bois. Sur le plan social, ça permet de créer de l'emploi, donner du travail aux gens. Et sur le plan environnemental, les déchets que nous détournons pour le compostage permettent de lutter contre les gaz à effet de serre. On peut aller entre 5 000 et 6 000 tonnes de déchets traités par an. Premier centre de transformation des déchets ménagers en compost, l'ONG Ampro contribue à la réduction d'émissions de CO2 liées à la décomposition non contrôlée des déchets organiques en décharge. Faisons maintenant une immersion dans l'univers du pagne, ce véritable trésor africain. Il s'impose par sa qualité et son esthétique dans les habitudes vestimentaires, mais au-delà de sa beauté, il porte une richesse symbolique. Chaque motif raconte une histoire. Quel message se cache derrière chaque motif? Découvrons-en quelques-uns dans ce dossier de Jacqueline Akwesso et Victoire Kaliwa. Si tu sors, je sors. Adémévi ou encore l'œil de ma rivale. Des noms attribués aux pagnes que les femmes ont jadis l'habitude de porter pour véhiculer des messages. Des noms dits pourtant très explicites qui restent toujours d'actualité. Quand vous prenez le tissu Les yeux de ma rivale, la dame qui porte les yeux de ma rivale pour aller aux funérailles, veut narguer sa rivale sans lui parler. Ensuite, si tu sors, je sors. Ça veut dire que la femme réclame le droit de sortir également si son mari sort. À BC, nous avons eu Gramophone, qui est l'ancêtre des chaînes hi-fi. C'est le disque en vinyle, 33 tours,
qu'on a mis dans le pagne, etc. Donc il y a toute la vie quotidienne qui est récupérée. Les symboles animaliers sont liés traditionnellement aux contes que l'on racontait au clair de lune. Dans les rues, lors des cérémonies et même en administration, le pagne s'impose. Autrefois réservé aux grandes occasions, il est aujourd'hui porté par tous les âges, symbole d'une identité qui se transmet de génération en génération. Pour donner un nom au motif, il suffit juste de regarder le pagne pour s'inspirer et donner le nom. Ça, c'est une inspiration d'un événement. Thomas Sankara, lors de la mort de Thomas Sankara. Et puis, on s'est inspiré pour donner le nom Thomas Sankara. Ça, c'est Lolon Sankon. En français, un nœud. Et c'est sorti à la mort de Patrice Lumumba. Le dessin même parle. La clé du bonheur, avocat. D'autres l'appellent ampoule, télévision. Parce que ça ressemble à les anciennes télévisions là. Et ça, le trône royal, Fiozikbe. Malgré l'influence croissante de la mode, le pagne garde son authenticité. Qu'il soit de qualité ou non, importé ou local, il se mêle si bien aux accessoires modernes pour donner naissance à un style harmonieux. Il faudrait que, sur le plan culturel, on trouve un moyen de valoriser cette tenue nationale-là pour que les gens acceptent de les porter. Parce que si c'est stocké seulement dans les armoires, ça va se détériorer. Quelquefois, certains gouvernements décrètent tenue traditionnelle tel jour. Peut-être qu'en faisant ça aussi, ça peut nous aider. Dans une société où l'oralité est reine, pour beaucoup, le pagne est une écriture visuelle, une poésie tissée qu'il faut préserver à tout prix d'âge en âge. Le pagne était aussi présent au FIMO 228 hier soir. Et l'événement, c'est une nouvelle fois imposé comme l'un des plus grands rendez-vous de la mode au Togo. Stylistes nationaux et internationaux, mannequins, artistes et autorités administratives se sont retrouvés autour de la 13e édition de ce festival. Suivant. Des interviews sur le tapis rouge, des chapeaux en paille soigneusement ajustés, des démarches assurées, des mannequins nationaux et internationaux, un public plus que séduit. Bienvenue au IS FIMO 228. Des robes en pagne élégamment dessinées, des découpes structurées, une démarche en parfaite harmonie avec chaque tenue. Tour à tour, des stylistes nationaux et venus de plusieurs pays africains présentent leur collection. Ici, chaque détail est poncé, travaillé, sublimé. J'ai présenté une collection qui est baptisée Le Voyage. Le voyage pour moi, c'est naître et renaître parce que chaque jour que Dieu fait, on voyage. On voyage à travers tout ce qu'on fait et voilà, la vie continue. Le Festival international de la mode au Togo, FIMO 228, c'est un spectacle grand format. 4 tableaux ont rythmé cette 13e édition avec en point d'orgue la mise en lumière de la collection du partenaire officiel, IAS. Édition 13 du IAS FIMO 228, sublime. Voilà, je pense qu'à chaque édition, Jacques Logo et toute son équipe élèvent un peu plus le niveau. Donc oui, nous étions heureux d'être là et de voir de très beaux tableaux, un spectacle maîtrisé de bout en bout. C'était vraiment magnifique. Je ne m'y attendais pas. Et les créateurs togolais nous ont beaucoup émerveillés par leur création. Pour cette 13e édition, le thème revêt une signification particulière. Le thème, c'est naître et renaître parce que nous nous sommes rendus compte qu'après le Covid-19, plusieurs maisons de mode sont éteintes. Il y en a plusieurs, d'autres qui n'arrivent plus à se repositionner. C'est une manière pour nous de dire
à tout le monde que en fait, dans la mode, rien ne se crée, tout se transforme et qu'il faut vraiment les booster pour que les gens puissent commencer par porter du Made in Africa et du Made in Togo. Une semaine de défilé haute couture, une vitrine du talent de stylistes africains et internationaux. Pour le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, représentant le président du Conseil, c'est aussi un puissant rayonnement pour la culture togolaise. À travers la mode, nos créateurs donnent vie à nos traditions tout en projetant vers l'avenir. Ils prouvent par le travail, cela a été vu tout à l'heure, que l'Afrique ose. L'Afrique ne cesse de se projeter, d'inventer, d'innover et de rayonner à travers la culture, les arts et la mode. Une édition marquée par la créativité, la diversité et une organisation maîtrisée qui confirme la place du Festival international de la mode au Togo, FIMO 228, dans l'agenda culturel national. Un reportage de Jovan Afangbedi. Ainsi se referme donc ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon dimanche à toutes et à tous.